Le dimanche 15 août 2021, après une absence de presque 20 ans, les talibans ont repris la capitale afghane de Kaboul. Alors que la coalition dirigée par les États-Unis se retirait, les talibans se sont regroupés et ont commencé à se développer à nouveau. Face à peu d'opposition de la part de l'armée nationale afghane, qui avait été formée et équipée par les forces occidentales, les talibans n'ont fait que devenir plus audacieux et ont commencé une campagne presque de style blitzkrieg pour reprendre des villages, des villes, des cités, puis des provinces entières, jusqu'à ce qu'ils soient à nouveau presque totalement en contrôle d'un pays qui semble n'avoir connu que des effusions de sang pendant la majeure partie des 50 dernières années. L'histoire des talibans est l'histoire de l'Afghanistan à la fin du XXe et au début du XXIe siècle. Enveloppés dans une idéologie islamique que de nombreux pays musulmans proéminents ont abandonnée, les talibans sont devenus très en vue dans le monde. L'Afghanistan sous les talibans a toujours été le pays qui a résisté à l'influence des étrangers avec ténacité, férocité et toujours dans le sang. Les tentatives des grandes puissances mondiales pour rapprocher l'Afghanistan culturellement de la perspective mondiale plus large, en particulier en ce qui concerne le traitement des femmes et l'application de la science et de la technologie, ont présenté une arène où les outils du monde moderne ont fait la guerre avec la détermination de l'ancien, pourtant presque, chaque puissance étrangère qui s'est impliquée en Afghanistan a finalement échoué dans sa mission là-bas, conduisant l'Afghanistan à être connu comme le cimetière des empires. Dans cette première partie d'un spécial en 2 parties, nous allons examiner l'histoire moderne de l'Afghanistan, enquêter sur les origines et l'idéologie des talibans, et tracer leur montée, leur chute et leur retour au pouvoir. C'est l'histoire des talibans. Bienvenue dans les guerres du monde. Au XIXe siècle, le territoire connu aujourd'hui sous le nom d'Afghanistan était pris entre le lion et le lion. Les talibans ont initié l'attaque en Afghanistan, ciblant le lion et l'ours, frontière entre l'Empire russe et l'Empire britannique, contrôlant les Indes britanniques, aujourd'hui le Pakistan. Cette rivalité impériale est devenue connue sous le nom de Grand Jeu. Des deux, la Grande-Bretagne était la plus agressive en ce qui concerne le contrôle du pays, ayant mené 2 conflits majeurs pour le contrôle du territoire, le second ayant vu des terres afghanes cédées à la Grande-Bretagne et une perte de contrôle sur la gestion de ses affaires étrangères. L'Afghanistan, un pays en guerre, a été d'abord attaqué par les talibans, nécessitant l'aide de ses voisins pour le passage des diplomates et commerçants. À la fin du XIXe siècle, l'Afghanistan était devenu une nation cliente de la Grande-Bretagne, recevant des armes, des biens et de l'argent britannique en échange de son aide pour tenir l'Empire russe rival à distance. Cependant, l'établissement de la ligne du rang, qui a finalement clairement défini les frontières de l'Afghanistan, a vu de nombreuses tribus, comme le peuple Pashtun, divisées entre l'Afghanistan et le Hind. Naturellement, les Pashtuns ont refusé d'accepter cette ligne, ayant vécu sur cette terre pendant des centaines d'années, et ainsi, les tribus nomades ont souvent traversé la nouvelle frontière comme elles l'avaient toujours fait. Dans la 2e décennie du XXe siècle, l'Afghanistan était un pays de 2 mondes, avec les anciennes coutumes tribales existant dans la campagne, tandis que dans les villes comme la capitale Kaboul, des concepts plus modernes de l'État sous le roi Habibullah prospéraient. La classe dirigeante de l'Afghanistan était maintenant liée à le gouvernement afghan, contrôlé par les Britanniques, a réclamé son indépendance totale. Ce ne serait qu'après l'assassinat de Habibullah par son fils, Amanullah, qui a ensuite pris le trône de son frère aîné, après avoir régné pendant seulement 1 semaine, que l'Afghanistan a déclaré son indépendance. Cela a déclenché la 3e guerre anglo-afghane, commençant le 6 mai 1919, qui durerait 2 ans après quoi l'Afghanistan a obtenu son indépendance. La paix n'est pas venue en Afghanistan pour Amanullah, qui voulait avoir un contrôle total sur son royaume, et cela signifiait déplacer le pouvoir loin des chefs tribaux et religieux, qui s'opposaient naturellement à un tel mouvement. Ainsi, tout au long de son court règne, Amanullah a combattu une série de soulèvements opposés à ses réformes, même lorsque ces réformateurs bénéficiaient au peuple, comme donner aux Afghans ordinaires des niveaux d'éducation plus élevés et le droit de posséder des terres. Amanullah a été renversé du pouvoir en
1929, et après une brève lutte pour le pouvoir, Nadir Khan émergerait victorieux et s'emparerait du trône. Khan a permis aux chefs tribaux de conserver une grande partie de leur pouvoir, mais il a dû faire face à des dissensions parmi certaines communautés ethniques, et en 1933, il a été assassiné et succédé par son fils, Zahir. Le règne de Zahir a duré beaucoup plus longtemps que celui de son père, mais a été marqué par des bouleversements idéologiques, encouragés par ses oncles, qui étaient successivement premiers ministres dans son gouvernement. En 1955, le cousin de Zahir, Daoud, a pris le rôle de premier ministre, et il a convaincu le roi de se tourner vers l'Union soviétique pour obtenir une aide militaire. Puis en 1963, Zahir a fait son geste le plus audacieux à ce jour, lorsqu'il a tenté de développer une monarchie constitutionnelle sous la politique de la nouvelle démocratie, qui a duré de 1964 à 1973. Durant cette époque, les intellectuels bénéficiaient de plus de liberté et les femmes gagnaient en importance. Zahir a réussi à entrer dans le monde du travail et au gouvernement. Cependant, malgré le nom, la législation régissant la création de partis politiques en Afghanistan n'a pas vu le jour. En 1973, Daoud a mené un coup d'État contre Zahir, soutenu par l'armée et l'Union soviétique, et il a pris le contrôle effectif du gouvernement. Sous Daoud, le pays a de nouveau subi des réformes radicales visant à créer un État islamique socialiste moderne. En ville, hommes et femmes ont abandonné leurs robes traditionnelles et ont commencé à porter des vêtements de style occidental alors qu'ils étudiaient et travaillaient ensemble pour la première fois aux grandes dames des éléments les plus conservateurs de la société afghane. Juste 5 ans après avoir pris le pouvoir, Daoud l'a perdu tout lorsqu'il a fait face à son propre coup d'État le 27 avril 1978 aux mains du Parti démocratique populaire d'Afghanistan communiste, ou APDA, qui a crucialement inspiré l'armée à les rejoindre. À la suite du coup d'État, l'APDA s'est alors trouvée déchirée sur ce qu'il fallait faire maintenant qu'elle avait le pouvoir, et 2 factions ont émergé au sein de ses rangs. Au final, la faction dirigée par Nour Mohammad Taraki est sortie victorieuse et a expulsé ceux du parti qui ne le suivraient pas. Taraki a instauré des réformes encore plus radicales pour l'Afghanistan, imposant un régime socialiste strict, soutenu par l'Union soviétique voisine. Comme c'était le sommet de la guerre froide entre l'Est et l'Ouest, les États-Unis étaient profondément préoccupés par les liens entre le gouvernement de Taraki et les Soviétiques et ce que cela signifierait pour la région. Et donc, lorsque les dirigeants locaux en Afghanistan s'opposaient aux réformes de Taraki, ils étaient discrètement soutenus par les États-Unis, avec de l'argent des armées. Reconnaissant que les politiques socialistes de Taraki entraient souvent en conflit avec les normes islamiques traditionnelles en Afghanistan, les États-Unis ont encouragé une résistance accrue, affirmant que les communistes, chez eux et à l'étranger, étaient sans Dieu et déterminés à éradiquer l'islam. Pendant ce temps, l'Union soviétique, tout en soutenant Taraki, a reconnu qu'il allait trop vite et l'a exhorté à ralentir ses réformes afin de répondre aux ressentiments croissants des chefs tribaux. Taraki a refusé et a bientôt fait face à des soulèvements non seulement de la campagne, mais aussi au sein de sa propre armée qui l'a aidé à prendre le pouvoir. En septembre 1979, l'Afghanistan était au bord d'une guerre civile totale lorsque Taraki a été assassiné par un rival de l'APDA du nom de Hafizullah Amin, qui a pris les rênes du pouvoir. Amin a entamé des négociations avec les États-Unis pour obtenir de l'aide afin de rétablir l'ordre, ce qui a bien sûr ravi Washington mais horrifié Moscou. Si l'Afghanistan devient un allié des États-Unis, les forces américaines pourraient se baser sur l'armée soviétique. Aux frontières sud de l'Union soviétique, un facteur potentiellement sérieux de déstabilisation dans la guerre froide en cours. Ainsi, pour éviter cela, la veille de Noël 1979, à la stupéfaction du monde, les troupes soviétiques ont franchi la frontière vers l'Afghanistan, soutenues par un grand nombre de chars, de véhicules blindés de transport de troupes et d'avions de combat. Le dirigeant soviétique Brejnev a déclaré au monde qu'ils avaient été invités dans le pays pour aider à rétablir l'ordre, mais en réalité, ils étaient là pour maintenir leur emprise sur le territoire et tenir les Américains à l'écart. Au cours de l'invasion, Amin a été tué par les troupes soviétiques et son gouvernement a été remplacé par un gouvernement dirigé par Babrik Karmel, qui était considéré comme plus en accord avec les souhaits soviétiques. Cependant,
Ce n'était pas une solution rapide pour les Soviétiques, qui se sont très rapidement retrouvés à combattre des tribus et des factions opposées à leur influence, de nombreux Afghans les voyant comme une armée de croisés venus pour détruire leur foi. Les Soviétiques ont donc été contraints de s'installer dans une campagne militaire sanglante, brutale et continue pour maintenir le pays. La condamnation mondiale de l'invasion soviétique a été rapide, surtout aux États-Unis et au Royaume-Uni. Lors d'un appel téléphonique entre la première ministre britannique récemment élue, Margaret Thatcher, et le président américain Jimmy Carter, l'après-midi de l'invasion, Carter a exposé la position des États-Unis en disant, je cite, « Tout d'abord, nous considérons l'intervention soviétique en Afghanistan comme un développement extrêmement grave. Ils ont, en effet, transformé une nation propre en une nation marionnette. Et je pense que cela aura des conséquences stratégiques profondes sur la stabilité de toute cette région. Deuxièmement, je pense qu'il est essentiel que nous rendions cette action aussi politiquement coûteuse que possible pour l'Union soviétique. Je ne pense pas qu'on puisse les laisser s'en tirer sans punition. Les puissances occidentales ont donc imposé des sanctions économiques à l'Union soviétique, et en 1980, le Royaume-Uni et les États-Unis ont boycotté les Jeux olympiques de Moscou, bien que des athlètes des deux nations aient toujours participé indépendamment. Cependant, il ne faudrait pas longtemps avant que l'Occident ne joue un rôle plus actif dans le soutien aux forces afghanes anticommunistes contre les soviétiques. Initialement, les agences de renseignement occidentales telles que la CIA et le MI6 ont acquis des armes telles que des fusils d'assaut, puis les ont fait livrer aux groupes combattant l'Union soviétique. L'aide de l'Occident et des soviétiques via le Pakistan augmenterait avec le temps. En Afghanistan, les forces soviétiques ont très rapidement pris le contrôle des principaux centres de population, et le KGB a rapidement commencé à arrêter toute personne opposée à leur intervention. Cependant, compte tenu de la nature plus nomade de nombreuses communautés rurales, ils ont rapidement découvert qu'il était difficile de les localiser, car ils étaient presque toujours en mouvement ou se cachaient dans des grottes et des montagnes, rendant la planification d'attaque contre eux extrêmement difficile. La position soviétique a été rendue encore plus compliquée par le manque de cartes appropriées de l'Afghanistan, dont beaucoup comportaient des inexactitudes allant jusqu'à plusieurs kilomètres. Ainsi, l'armée de l'air soviétique a commencé une vaste opération de levée aérien, utilisant des avions tels que l'Antonov An-30 pour dessiner les cartes les plus détaillées de l'Afghanistan, jamais réalisées à ce stade de l'histoire. Au sol, les troupes soviétiques utilisaient des tactiques conçues pour combattre l'OTAN en Europe de l'Ouest. Mais évidemment, celle-ci était totalement inefficace contre une force de guérilla qui connaissait son terrain et ne s'engageait dans la bataille qu'à ses conditions. Les routes et les pistes étaient là particulièrement mortelles pour les troupes soviétiques et étaient presque jamais traversées dans des véhicules non blindés, car le fer était une invitation à la mort. La propagande soviétique dépeignait souvent leurs soldats en Afghanistan en train de creuser des puits et de construire des écoles, mais la réalité était très différente. Le moral parmi leurs rangs s'est rapidement épuisé, les conscrits se retrouvant arrachés à leur ville natale et plongés dans un monde presque étranger, combattant une guerre dont la fin ne semblait pas en vue. Comme beaucoup de soldats américains dans une situation similaire au plus fort de la guerre du Vietnam, les soldats soviétiques se sont souvent tournés vers l'alcool et les drogues pour les aider à faire face, et cela a inévitablement conduit à une rupture de la discipline dans de nombreuses unités. Invasion soviétique. Une grande partie de la résistance venait des tribus locales, armées des armes qu'elles avaient conservées après des années de luttes internes entre divers groupes et factions. Incroyablement, beaucoup d'entre eux étaient encore armés de fusils à verrou qui remontaient à 1919 et à la dernière guerre anglo-afghane et qui avaient été transmis de père en fils. Dans l'histoire mouvementée de l'Afghanistan, ces factions agissant pour leurs propres intérêts ont barré la route à tout leader unique revendiquant son droit à la guerre. Les forces soviétiques étaient fréquemment utilisées contre les communistes, étant donné leur contrôle total du pays. Cela aurait dû aider les soviétiques et les communistes afghans, car cela signifiait qu'ils ne combattaient pas un mouvement de résistance unique et harmonieux. Cependant, le combat contre les soviétiques était différent. Bien qu'ils diffèrent sur des points clés, la seule chose que toutes les tribus avaient en commun était qu'elles étaient toutes de confession islamique. Et face aux communistes sans Dieu qui essayaient de piétiner leur pays et leur religion, cela signifiait que les tribus afghanes étaient unies dans une cause commune. Alors que certains travaillaient ensemble pour former des cellules de résistance beaucoup plus grandes, d'autres qui ne pouvaient pas supporter de travailler avec des ennemis traditionnels ont simplement déclaré un cessez-le-feu entre eux pendant qu'ils se concentraient sur la lutte contre les envahisseurs soviétiques.
Collectivement, la résistance afghane est devenue connue sous le nom de Moudjahidine, signifiant ceux qui se battent au nom de la foi musulmane. Pour ceux de la région et de l'Occident ayant un intérêt à battre les soviétiques en Afghanistan, les Moudjahidines étaient vus comme des combattants de la liberté et les plus puissants. Les Moudjahidines symbolisaient la lutte en cours contre le communisme mondial, cela étant représenté dans les livres et les films. Cela a eu le double impact d'aider à encourager les gens de l'Ouest à soutenir les mouvements pour les armer et les financer, tout en maintenant fermement l'opinion contre Moscou. Les gouvernements américains et britanniques ont travaillé en étroite collaboration avec le Pakistan pour envoyer des armes de plus en plus lourdes en Afghanistan et former les forces des Moudjahidines à leur utilisation pour combattre la technologie soviétique. Les Moudjahidines étaient réputés être les plus puissants. En 1985, ils ont acquis l'arme qui a défini leur combat contre les soviétiques. Les lobbyistes anti-soviétiques aux États-Unis, tels que le groupe Free the Eagle, étaient de plus en plus frustrés par ce qu'ils considéraient comme un effort plutôt maigre pour soutenir les Moudjahidines contre les communistes. Ils ont soutenu que la CIA devrait commencer à importer des armes plus avancées dans le combat pour aider à contrer l'avantage technologique des soviétiques, et en particulier pour contrer leurs puissants hélicoptères d'attaque. Ainsi, après avoir coordonné avec les responsables pakistanais, la CIA a commencé à former et à équiper les Moudjahidines avec le système de défense aérienne portable FM-92 Stinger, fabriqué par l'homme. L'impact de cette arme a été immédiat et dévastateur. Les Moudjahidines ne se cachaient de plus toujours des avions soviétiques, mais maintenant ils les combattaient directement. Ce fut un choc court et brutal pour les équipages aériens soviétiques, qui au début n'avaient que peu de défense contre le petit missile solaire, bien que plus tard des leurs aient été utilisés pour aider à confondre son chercheur infrarouge, mais il n'y avait aucune garantie que ces derniers fonctionneraient. Les chiffres sur le nombre exact de Stingers fournis aux Moudjahidines et le nombre d'avions qu'ils ont abattus continuent d'être contestés. Les sources varient de seulement 500 jusqu'à environ 2000, tandis qu'ils sont crédités de la destruction de 269 avions soviétiques, allant de petits hélicoptères à des jets rapides et de grands avions de transport. La peur de cette arme mortelle a également rendu les pilotes soviétiques plus prudents dans leurs attaques, larguant souvent des bombes à des altitudes plus élevées où elles étaient moins précises. À la fin des années 1980, près d'1 milliard de dollars d'aide étaient injectés en Afghanistan pour soutenir les Moudjahidines, tandis que la guerre coûtait aux Soviétiques environ 5 milliards, un chiffre massivement dommageable à une époque où l'Union soviétique était en train de commencer à s'effondrer. L'un des groupes les plus en vue recevant l'aide américaine était dirigé par Gulbuddin Hekmatyar, qui a été décrit dans un rapport de la CIA comme l'un des leaders les plus vicieux des Moudjahidines. Hekmatyar a mené une campagne de torture et de meurtre contre les forces soviétiques et leurs alliés afghans, mais vers la fin du conflit, il a également utilisé son soutien de la CIA pour combattre les groupes de Moudjahidines rivaux. Il a nui aux Américains et aux Pakistanais, qui l'ont averti qu'il y aurait de graves conséquences s'il continuait. Il était également farouchement anti-occidental, mais cela n'avait pas d'importance pour la CIA dans les années 80 qui avait besoin de lui pour combattre les Soviétiques. Ainsi, lorsque ces hommes ont été impliqués dans le meurtre d'un caméraman britannique et d'un travailleur humanitaire français, ainsi que dans le vol d'aide destiné aux villageois afghans, il a toujours reçu de l'aide, même lorsqu'il a refusé de punir les coupables. Cependant, ce n'étaient pas seulement les locaux. Des milliers de combattants étrangers ont rempli leurs rangs, combattant ce qu'ils considéraient comme un djihad ou guerre sainte contre les soviétiques. L'un des plus importants dans l'histoire de l'Afghanistan était Osama Bin Laden. Issu d'une riche famille saoudienne et croyant que l'islam devait être la foi dominante sur Terre, Bin Laden a établi un réseau de bureaux à travers le monde pour recruter des combattants et a utilisé sa richesse et son influence pour les transporter en Afghanistan. Il devenait rapidement clair que c'était la véritable bataille qu'il voulait mener. Encore une fois, les agences de renseignement occidentales étaient au courant de la position anti-occidentale de Bin Laden, mais ont peu fait pour s'opposer à lui pendant qu'il combattait les soviétiques. Finalement, Bin Laden a formé Al-Qaïda, signifiant « la base », et ils se sont avérés être une force proéminente et puissante au sein des Moudjahidines dans les dernières étapes de la guerre, et sont toujours soutenus par l'Occident. Pour les soldats soviétiques qui leur étaient opposés, les Moudjahidines étaient un ennemi insaisissable et terrifiant. Ils ne gardèrent presque jamais de prisonniers longtemps,
et une mort brutale et douloureuse suivait si un soldat soviétique avait le malheur d'être pris vivant. Les Moudjahidines comprenèrent la terreur, et les soldats soviétiques revenèrent de la guerre avec des histoires de leurs camarades capturés, ayant leurs bras et leurs jambes coupés, et le torse ensanglanté jeté devant des convois ou des avant-postes, pour déstabiliser les troupes. Les pilotes capturés ont eu particulièrement du mal entre les mains des Moudjahidines, car c'était la puissance aérienne soviétique qui leur avait infligé certains des dommages les plus lourds. Certains groupes de Moudjahidines ont tenté de forcer les prisonniers à se convertir à l'islam afin qu'ils puissent être jugés dans un tribunal islamique, mais cela a rarement fonctionné, et ils ont donc inévitablement été tués. En réponse, les soldats soviétiques ont déchaîné leur propre terreur sur quiconque ils soupçonnaient d'être en soutien. Des civils ont été battus et tués, souvent au gré des soldats. Certains d'entre eux ont avoué après la guerre qu'ils avaient tué des gens juste pour voir ce que cela faisait. Dans au moins un cas effroyable, une femme afghane a été traînée dans un hélicoptère et violée en groupe par les troupes à l'intérieur alors qu'ils survolaient la campagne avant qu'elle ne soit jetée à sa mort. Alors que les années 1980 entamaient leur dernier quart, l'Afghanistan se noyait dans le sang et le peuple soviétique avait perdu patience. Encore une fois, faisant étrangement écho au retrait américain au Vietnam, le nouveau premier ministre soviétique Gorbatchev a commencé à concentrer les efforts de son armée sur la formation et la préparation des forces gouvernementales afghanes pour prendre la tête de la défense du communisme en Afghanistan. En 1987, le docteur Mohamed Najibullah a été nommé nouveau président, bien qu'il ne soit guère plus qu'une marionnette pour Moscou, et bientôt le retrait des forces soviétiques a commencé. Le retrait a été achevé en février 1980. En 1989, lorsque le général soviétique Boris Gromov a traversé le pont sur la rivière Amudarya pour entrer en Union soviétique, il était le dernier soldat soviétique à quitter l'Afghanistan. La guerre a coûté à l'Union soviétique environ 14 000 vies et beaucoup d'autres ont été laissés handicapés par les blessures subies lors des combats. Les soviétiques revenant d'Afghanistan n'ont pas reçu l'accueil de héros qu'ils espéraient, arrivant plutôt dans un pays qui se désintégrait. Et dans les 2 semaines suivant la guerre, l'Union soviétique a été détruite. 2 ans n'existeraient même plus. Toutefois, aucune célébration n'a eu lieu pour les Moudjahidines. Non seulement environ 5 millions de personnes afghanes étaient mortes, mais 5 millions de personnes étaient laissées handicapées et 5 millions de plus étaient déplacées dans des camps de réfugiés au Pakistan. Comme si assez de sang n'avait pas déjà été versé, l'inévitable s'est alors produit. Sans armée soviétique à combattre, les nombreuses factions ont repris la poursuite de vieilles rancunes et se sont déchirées mutuellement. Ce qui restait des forces de Najibullah pouvait faire très peu pour endiguer les combats, alors qu'une guerre civile éclatait. Il y avait 4 factions principales, toutes en lice pour le pouvoir en 1992, dont une dirigée par Hekmatyar, ainsi que de nombreuses plus petites mais moins efficaces, et bien sûr le grand nombre de bandits qui ont surgi cherchant à profiter du chaos. Avec ses bienfaiteurs à Moscou désormais partis, en avril 1992, Najibullah a été contraint de démissionner et un nouveau conseil de 7 hommes sous la tutelle d'Abdul Rahim Hadef a été établi pour diriger le nouvel État islamique d'Afghanistan. Mais cela n'a pas réussi à maintenir la paix, même avec la restauration de la loi islamique. En juin, Burhanuddin Rabbani, le leader de l'une des principales factions appelée l'Association islamique, a été nommé président, mais Hekmatyar a exigé que le pouvoir soit partagé avec lui, et les forces loyales à tous deux se sont rapidement affrontées dans les rues de Kaboul. Rabbani a accepté les conditions de Hekmatyar, et en mars 1993, il l'a nommé Premier ministre. Le pays a néanmoins continué sur sa spirale descendante. Presque toutes les grandes routes étaient jonchées de bandes de bandits, qui arrêtaient les véhicules et exigeaient des péages pour être autorisés à passer en toute sécurité. Parfois, ces bandes n'étaient séparées que de quelques kilomètres, rendant pratiquement impossible pour les Afghans pauvres de voyager en dehors de leur propre communauté. En plus de cela, les seigneurs de guerre continuaient à se disputer le pouvoir et Kaboul a presque été détruite dans la violence. Et des centaines de milliers de réfugiés, dont beaucoup étaient handicapés à cause de l'occupation soviétique, ont été forcés de se réfugier à la campagne, où les attendaient des bandits ou simplement la famine. Il semblait qu'il n'y avait pas de fin à la souffrance. C'est à ce moment-là qu'une nouvelle faction est apparue, et celle-ci aurait non seulement des conséquences significatives pour l'Afghanistan, mais pour le monde entier. Leur nom était les talibans.
L'origine exacte du groupe qui allait devenir connu sous le nom des talibans est difficile à déterminer précisément, mais la plupart s'accordent à dire que sa formation initiale telle que nous la connaissons aujourd'hui a eu lieu quelque part en 1994. Avant cela, le noyau de l'organisation peut être retracé jusqu'au Mujahedin Pashtun. Les talibans, non musulmans, faisaient partie des Mujahedin Pashtun pendant la guerre contre les soviétiques. Les membres fondateurs avaient tous étudié dans des écoles islamiques ultra-conservatrices, sous la tutelle de tuteurs intransigeants en Afghanistan et au Pakistan, qui leur ont inculqué les interprétations les plus strictes de la loi et des enseignements islamiques. Ainsi, les membres fondateurs ont décidé d'adapter le mot Pashtun pour étudiants comme leur nom, qui est devenu taliban. Malgré ce titre, beaucoup d'entre eux étaient des vétérans aguerris de la guerre contre les soviétiques et avaient les cicatrices pour le prouver. Abdul Majid, par exemple, qui servira plus tard comme maire de Kaboul, avait perdu une jambe et 2 doigts, tandis que Nour ad-Din Tarabi, Mohammad Gauss et Mullah Mohammad Omar avaient là tous perdu un œil. Ces hommes formeraient le cercle intérieur de la haute hiérarchie des talibans, ce qui amènerait l'auteur Ahmed Rashid à décrire la direction des talibans comme la plus handicapée au monde. Avant 2000, un Ahmed Rashid, interrogé par Rashid, était le leader des talibans. Ahmed Rashid a décrit le sentiment des talibans lors de ses premiers jours dans une interview pour Newsweek. Nous nous asseyions longtemps pour discuter de comment nous pourrions changer la terrible situation. Avant de commencer, nous n'avions qu'une vague idée de ce qu'il fallait faire et nous pensions que nous allions échouer, mais nous croyions que nous travaillions avec Allah et ses élèves. Découlant de leurs enseignements stricts, ils croyaient sans questionner dans leur interprétation extrême de la loi de la charia, établie par le Coran et les enseignements du saint prophète Mohammed sur la façon dont les musulmans devraient vivre leur vie. Cependant, le mot-clé ici est interprétation. Comme l'a expliqué en août 2021 le professeur Akbar Ahmed, titulaire de la chaire d'études islamiques à l'université américaine de Washington, D.C., la charia signifie littéralement le chemin, qui est clairement défini par le Coran. Au fil des siècles, vous avez des érudits islamiques très établis, certains avec une inclinaison, d'autres avec une autre. Par exemple, les érudits musulmans chiites peuvent avoir une interprétation légèrement différente de la même chose. Les érudits indonésiens à l'Est peuvent avoir une interprétation légèrement différente. Tout cela est ajusté dans le contexte de la culture. Les talibans ont principalement recruté dans les mêmes écoles ultra-conservatrices que leurs dirigeants avaient fréquentées, et en seulement quelques mois, ils ont rassemblé environ 12 000 adeptes sous la direction de l'État islamique. Les talibans ont surtout recruté sous la direction de Mullah Mohammad Omar. Selon de nombreux membres des talibans, Omar a eu une vision d'une femme qui lui a dit qu'il devait se lever et mettre fin au chaos en Afghanistan, et qu'Allah le guiderait vers la victoire. Après Omar, il y avait Mullah Muhammad Hassan, qui, comme Tourabi, avait perdu une jambe dans les combats contre les soviétiques et portait donc une prothèse en bois. Hassan était l'un des membres les plus âgés des talibans et avait connu Omar pendant l'occupation soviétique. Mais ils étaient dans différents groupes régionaux de Moudjahidine, donc ce n'est qu'après le retrait des soviétiques qu'ils ont commencé à travailler ensemble. 2 facteurs ont contribué à renforcer le soutien aux talibans auprès des populations rurales d'Afghanistan. Premièrement, contrairement à de nombreuses villes qui avaient été contrôlées par les différents gouvernements afghans à ce moment-là, les communautés rurales regardaient rarement au-delà de leur propre village, et certainement pas au-delà des frontières du pays, car cela ne les concernait tout simplement pas. Par conséquent, ils se sont accrochés à leurs interprétations plus anciennes et plus strictes de la loi de la charia, plus longtemps que les populations plus métropolitaines, surtout en ce qui concerne le traitement des femmes, à qui on refusait l'éducation et les carrières, car cela n'était pas nécessaire dans leur rôle d'épouse, de mère et de ménagère. Par conséquent, ils ont trouvé une parenté culturelle avec les talibans. Deuxièmement, leur principale interaction avec les étrangers venait sous la forme de l'armée soviétique imposant leur volonté sur eux, et parfois tuant leur peuple, soit délibérément, soit involontairement, dans leur lutte avec les Moudjahidines. Cela a contribué à générer un fort sentiment de xénophobie envers quiconque n'était pas membre de la population locale ou n'était pas musulman. Les talibans ont donc recruté des hommes qui les voyaient non seulement comme une force politique, mais aussi comme une force sacrée, qui non seulement mettrait fin au combat avec la volonté de Dieu, mais pourrait aussi réparer les dommages culturels et religieux causés par des années de guerre menées pour les cœurs et les esprits du peuple afghan. Profitant pleinement de l'opportunité présentée par le chaos,
les talibans ont commencé leur offensive grâce au soutien du gouvernement pakistanais. Le Pakistan voyait les talibans, dont beaucoup avaient une vaste expérience de combat contre l'armée soviétique, et plus tard les factions en guerre les unes contre les autres à la suite de leur départ, comme une force de sécurité idéale pour ses propres intérêts économiques en Asie centrale. Le soutien pakistanais a également été inspiré par les liens culturels et ethniques de leur peuple dans les zones tribales le long de la frontière internationalement reconnue entre les deux nations. La majorité des militants talibans étaient du peuple pashtun, qui était principalement de la dénomination musulmane sunnite. De l'autre côté de la frontière, les Pashtuns constituaient environ 13% de la population totale du Pakistan, mais avaient une influence significative dans l'armée et ont donc pu rapidement susciter le soutien pour les talibans. Le Pakistan a fourni aux talibans des armes de guerre et de la formation, et en échange, ils ont aidé à sécuriser le passage des convois pakistanais à travers des parties de l'Afghanistan qui étaient repassées sous le contrôle du groupe jusqu'au Turkménistan, qui s'était récemment détaché de l'ancienne Union soviétique. Le Pakistan a également fourni une aide financière significative au mouvement des talibans, et cela était plus souvent qu'autrement sous la forme de dollars américains, qui étaient gardés près de la direction des talibans dans de grandes caisses métalliques qu'ils pouvaient transporter avec eux. Au début, le gouvernement de Rabbani, maintenant assiégé, a tendu la main au nouveau mouvement pashtun, croyant qu'il pourrait être un allié clé dans la lutte contre les seigneurs de guerre opposés. Malgré les émissaires des talibans qui ont rencontré Rabbani à Kaboul, l'alliance proposée n'était pas totalement compatible avec les objectifs de leurs bienfaiteurs pakistanais, et donc, ayant à choisir entre les deux, Omar a décidé de rester avec le Pakistan, et de ce faisant, il a pu vaincre l'ennemi de Rabbani. Honorant leur part de l'accord, le 12 septembre 1994, environ 200 combattants talibans ont attaqué la ville frontalière de Spin Baldak, où les marchandises en provenance du Pakistan étaient chargées sur des camions afghans appartenant à des seigneurs de guerre. Dans la bataille qui s'ensuivit, les talibans capturèrent la ville, ne perdant qu'un seul homme dans le processus avant d'attaquer un dépôt d'armes à proximité. C'était le début d'une campagne entreprise à une vitesse presque fulgurante comparée aux efforts du groupe précédent, y compris les propres forces de Rabbani. Presque en accomplissant sa prophétie, les talibans sous Omar ont remporté une série de victoires à la suite de leur formation, s'étendant vers l'extérieur jusqu'à ce qu'à la fin de 1994, ils aient occupé presque toute la province de Kandahar. Poursuivant, davantage des 31 provinces de l'Afghanistan ont continué à tomber entre les mains de son peuple, et à la mi-1995, les talibans avaient capturé la plupart du pays au sud de Kaboul, et repoussaient les seigneurs de guerre et les chefs tribaux qui s'opposaient à eux, ainsi que les forces du président Rabbani, qui cherchaient à obtenir l'aide de quiconque dans la communauté internationale, dont de nombreux marchands d'armes qui ont vu le jour après l'effondrement de l'Union soviétique ont vu l'Afghanistan comme un marché idéal. Un de ces marchands d'armes était Victor Bout, qui a créé une entreprise aux Émirats arabes unis pour traiter avec le gouvernement Rabbani, et il a rapidement commencé à transporter des armes par avion, de l'Albanie aux forces de Rabbani. Pendant ce temps, ayant capturé plusieurs avions du gouvernement de Rabbani, restés depuis l'époque de la guerre soviétique, les talibans ont conclu un accord avec le Pakistan pour que des mécaniciens remettent les avions en service. À l'été 1995, un porte-parole des talibans avait fièrement déclaré qu'ils avaient désormais 8 avions de combat à réaction prêts pour le combat dans la guerre en cours avec leurs ennemis, utilisant principalement des pièces, des armes et du carburant trouvés à la traîne dans le Kandahar. La communauté internationale surveillant la situation en Afghanistan était dubitative face à de telles affirmations jusqu'au 3 août 1995, lorsqu'un avion cargo piloté par une entreprise russe connue sous le nom d'Airstan, qui était loué par Victor Bout pour livrer ses armes, a été intercepté par un MiG-20 et un des talibans. L'avion russe, avec son équipage de 7 ressortissants russes, a été ordonné d'atterrir à Kandahar, où ils ont été internés par les talibans, qui ont découvert un trésor d'environ 30 tonnes d'armes dans la soute. La capture de ressortissants russes par les talibans a déclenché un incident international et les diplomates russes et américains ont travaillé pour obtenir leur libération. Dans le but de gagner la faveur des talibans et espérant obtenir leur libération, Victor Bout a également organisé des vols vers Kandahar, transportant des vêtements, de la nourriture et du matériel électronique pour les talibans. Les talibans ont accepté que l'équipage de l'avion réalise l'entretien de routine pour sa sécurité, si un accord devait être conclu,
Mais au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, puis en mois, cela semblait de plus en plus improbable. Après plus d'un an en captivité, l'équipage russe avait décidé que trop c'était trop, et le 16 août 1996, ils ont décidé de tenter leur évasion. Alors que la moitié de leur garde effectuait les prières de l'après-midi, ils sont montés à bord de leur avion, ont démarré les moteurs et ont foncé sur la piste avant de décoller et de s'échapper aux Émirats arabes unis. C'était une histoire remarquable et qui avait attiré beaucoup d'attention de la communauté internationale sur les talibans, mais avec les événements en ex-Yougoslavie et en Tchétchénie qui dominaient l'attention du monde, l'Afghanistan était une fois de plus largement laissé à se battre entre eux, à l'exception d'une poignée de courageux travailleurs humanitaires internationaux. Moins d'un mois plus tard, Omar, proclamé commandant des fidèles par ses adeptes et portant une prétendue cape de la marine américaine, a été emmené par celle-ci. La marine américaine, liée au prophète Muhammad, a mené ses forces à la victoire en prenant la capitale, Kaboul. Rabbani et ses forces étaient pratiquement vaincus, ne tenant que le nord-est du pays, ainsi que la frontière afghano-tadjik. Regroupant les partisans qui lui restaient, il a ensuite travaillé à former des alliances avec beaucoup de ceux qui étaient dans ces derniers bastions, qui perdraient du pouvoir et de l'influence sous un règne taliban total. Cela a conduit à l'Alliance du Nord, présente en Afghanistan pendant 10 ans. Depuis 5 ans, les talibans mènent une guerre quasi défensive pour le pays. Soutenus par des pays tels que l'Inde, l'Iran, la Russie et le Turkménistan, entre autres, qui avaient un intérêt à contrer soit les talibans, soit leurs partisans pakistanais, leur emprise sur leur territoire serait constamment érodée, alors que les combats se poursuivaient dans le nord-est du pays. Pendant ce temps, Omar s'efforçait de légitimer son gouvernement aux yeux du monde, tout en attaquant simultanément les talibans. En septembre 1996, il se déclare leader du nouvel Émirat islamique d'Afghanistan. Mais alors que l'Arabie saoudite, le Pakistan et les Émirats arabes unis reconnaissaient la nouvelle nation, il a eu du mal à obtenir la reconnaissance du monde entier. Dans le but de promouvoir son nouvel émirat, en juillet 1999, il a décrété que les Bouddhas de Bamiyan, une série de statues bouddhistes datant du VIe siècle, et une époque où le bouddhisme faisait encore partie de la communauté musulmane, devaient être protégés. On craignait que les talibans ne les détruisent dans le cadre de leur nettoyage culturel du pays. Mais Omar a vendu cette protection à son peuple en arguant qu'il pourrait être utilisé pour générer des revenus provenant des touristes étrangers. Les statuts qui allaient à l'encontre des croyances des talibans ont peut-être été épargnés. Mais pour le peuple ordinaire d'Afghanistan, il n'y avait pas une telle clémence pour les idées et les croyances qui remettaient en question son autorité. Pour les talibans, les idées, surtout étrangères, étaient dangereuses, et à leurs yeux, elles n'étaient pas la volonté d'Allah. Et ainsi la musique, la télévision, l'art, la photographie et l'utilisation d'Internet étaient tous interdits. Les manifestations publiques de destruction des appareils désormais illégaux faisaient étrangement écho à la brûlure des livres juifs dans l'Allemagne des années 1930, alors qu'une autre guerre contre les pensées des gens commençait à être menée. Sous les talibans, il fallait être musulman à leur manière. Vous deviez adhérer à leur interprétation la plus stricte de l'islam et de la loi charia. Il n'y avait aucune tolérance pour toute forme de dissidence, et toute personne surprise à violer la volonté des talibans était accusée de violer la volonté d'Allah et sévèrement punie pour la moindre infraction. Même une accusation d'être homosexuel, par exemple, quelque chose qui était strictement interdit, signifiait une fin de vie violente et douloureuse. Les hommes d'Afghanistan passaient donc leur vie à devoir se prouver aux talibans chaque minute de chaque jour par peur de représailles. Pour les femmes d'Afghanistan, le pire était encore à venir, car les talibans ont instauré ce qui pourrait être décrit comme un apartheid de genre. Les écoles de filles dans tout le pays ont été immédiatement fermées et les femmes professionnelles de tout type ont été interdites de continuer à travailler. Même les droits humains les plus fondamentaux des femmes ont été restreints, car la population féminine se trouvait effectivement en résidence surveillée, incapable de quitter leur maison sans l'accompagnement d'un membre masculin de la famille. De plus, les femmes étaient contraintes de se cacher du public en tout temps, leur corps entier étant enveloppé dans le burqa, avec seulement un petit grillage métallique sur les yeux pour qu'elles puissent voir. Dans certains cas, les maisons avaient même leurs fenêtres peintes, de sorte que personne d'autre que leur mari ne pouvait jamais les voir dévoilées.
Dans un incident horrifiant, une femme âgée a été brutalement battue avec une cage métallique jusqu'à ce que sa jambe soit cassée. Son crime était d'avoir accidentellement découvert sa cheville en marchant. Cette restriction s'étendait même aux professions médicales, ce qui a conduit à de graves problèmes de santé pour les femmes pendant les premiers jours du régime taliban, car un médecin masculin ne pouvait pas examiner une patiente, mais en même temps, les femmes n'étaient pas autorisées à se former ou à exercer dans la profession médicale. Ainsi, les femmes, sous le régime des talibans, souffraient de nombreuses conditions médicales souvent mortelles ou qui changeaient à la vie, pour lesquelles les hommes pouvaient obtenir un traitement. Comme beaucoup de populations à travers l'histoire qui se trouvent opprimées, de nombreuses femmes sous le régime des talibans ont été forcées de se cacher pour obtenir ce dont elles avaient besoin. Des femmes formées aux pratiques médicales les plus rudimentaires offraient leurs services à leurs consoeurs chaque fois qu'elles le pouvaient, et souvent avec l'aide clandestine d'amis et de membres de la famille. De plus, des écoles secrètes ont été mises en place pour enseigner aux filles à lire et à écrire, mais la peur d'être découverte était toujours présente, et la punition pour s'engager dans de telles activités était sévère. Pour certaines femmes, c'était trop, et craignant les conséquences spirituelles du suicide dans la foi islamique, elles tentaient de fuir vers l'Alliance du Nord ou l'un des pays voisins de l'Afghanistan. Elles savaient à quel point cela serait dangereux, car en plus de la peur d'être découverte et arrêtée, il y avait la peur d'être tuée par des bandits ou simplement de ne pas survivre au voyage éprouvant à travers un terrain inhospitalier. Si elles étaient arrêtées par les talibans en tentant une telle évasion, elles étaient souvent lapidées publiquement sous l'accusation d'avoir commis l'adultère contre leur mari. Cependant, de nombreuses femmes ont quand même pris le risque, car elles savaient qu'elles parviennent à la liberté ou qu'elles soient tuées dans le processus, au moins la souffrance serait d'une certaine manière terminée. À l'aube du XXIe siècle, les améliorations dans la miniaturisation de la technologie de la caméra signifiaient que les agences humanitaires et les factions anti-talibans en Afghanistan étaient enfin capables de montrer au monde ce qui se passait dans le pays. Des images de femmes transportées à l'arrière de camionnettes et emmenées dans des stades où elles étaient publiquement battues, fouettées et dans de nombreux cas abattues devant des foules moqueuses, y compris des enfants, ont choqué le monde. Mais à part des sanctions symboliques, rien n'a été fait à ce sujet. En termes d'attention des médias occidentaux et par conséquent de l'intérêt propre des Occidentaux, les situations en Tchétchénie où les forces russes menaient une campagne brutale et sanglante pour conserver la République sécessionniste, et les efforts de l'ONU et de l'OTAN pour mettre fin au nettoyage ethnique en cours dans l'ex-Yougoslavie ont éclipsé les événements en Afghanistan. D'autre part, les services de renseignement occidentaux accordaient beaucoup plus d'attention à l'Afghanistan que la plupart de leurs propres citoyens. Au milieu des années 90, l'Afghanistan était devenu une sorte de phare d'espoir pour les groupes terroristes islamiques radicaux. Il a servi de symbole de ce qu'ils considéraient comme la première grande victoire des fidèles sur les non-croyants occidentaux qu'ils cherchaient à détruire après leur défaite de l'armée soviétique. Maintenant que les talibans sont largement détruits au pouvoir, l'Afghanistan pourrait être transformé en un État islamique radical moderne et fournir une base à partir de laquelle ils pourraient former leurs combattants pour mener le djihad contre le prix ultime, les États-Unis et Israël. Bien que de nombreux petits groupes aient eu des liens avec les talibans ou opéré en Afghanistan, sans aucun doute le plus significatif était le réseau terroriste Al-Qaïda. L'organisation a commencé à déplacer une grande partie de sa base d'opération du Soudan et de l'Afrique continentale, où elle était de plus en plus réprimée par le réseau américain, vers l'Afghanistan, où l'influence américaine était nettement plus faible. Là, ils pouvaient comploter, préparer et s'entraîner pour les prochaines attaques contre l'Occident sous l'hospitalité des talibans. Ce qui rendait Al-Qaïda plus menaçant que la plupart des groupes djihadistes était son lien tragique avec les talibans. L'organisation était dans la campagne mondiale du djihad. Alors qu'Al-Qaïda se déplaçait en Afghanistan, les services de renseignement américains ont pris contact avec un opérateur d'Al-Qaïda qui souhaitait quitter l'organisation et ont échangé des informations contre une protection américaine. Sous interrogatoire, ce transfuge a expliqué que son leader, Oussama Ben Laden, était désormais à la tête d'une organisation djihadiste mondiale multifacette avec un conseil d'administration composé des dirigeants de divers groupes, soit alliés à Al-Qaïda, soit simplement absorbés par elle.
Les services de renseignement occidentaux surveillaient leur ancien allié contre les soviétiques depuis 1989, y compris son retour en Arabie Saoudite, où il a été accueilli en héros. Cependant, sa relation avec sa patrie s'est rapidement détériorée à la suite de l'invasion du Koweït par Saddam Hussein en août de cette année-là, et de la menace de l'armée irakienne sur le royaume saoudien. Ben Laden s'est approché de la famille royale saoudienne et a proposé d'utiliser son réseau pour aider à défendre l'Arabie saoudite contre Saddam. Néanmoins, le roi Fahd a fait quelque chose totalement inimaginable pour Bin Laden. Il a demandé de l'aide aux États-Unis et à leurs alliés occidentaux. Bin Laden était outré et a quitté l'Arabie saoudite pour le Soudan, où il a commencé à consolider son pouvoir et à utiliser sa richesse pour promouvoir et soutenir le djihad contre les non-croyants et tout gouvernement ou agence islamique qui travaillait avec eux. En 1993, il a publiquement loué une attaque contre le World Trade Center à New York après qu'un camion chargé d'explosifs a été garé dans le parking souterrain sous les Twin Towers, l'intention étant de renverser les immenses bâtiments avec l'explosion. Bien que l'attaque ait échoué à cet égard, 6 personnes ont été tuées et plus de 1000 blessés. Mais plus que cela, cela a profondément ébranlé le peuple américain, car l'attaque était, à l'époque, la pire attaque terroriste sur le sol américain de l'histoire. Ben Laden n'oublierait pas ces faits. Lorsque Bin Laden est arrivé en Afghanistan, en 1996, il avait perdu sa citoyenneté saoudienne pour son soutien au terrorisme. En évaluant l'influence directe de Bin Laden sur la vague de terrorisme islamique dans les années 90, les analystes du renseignement occidental pensaient qu'il fonctionnait principalement en tant que financier et promoteur, mais le transfuge à l'Occident a réfuté cette notion en 1996, affirmant que Bin Laden était activement impliqué dans la planification directe et la préparation des attaques. Bin Laden n'a pas perdu de temps pour continuer sa guerre contre l'Occident après être arrivé en Afghanistan. Et en août 1996, le journal arabe basé à Londres Al-Quds Al-Arabi a publié un document de 26 pages écrit par Bin Laden intitulé « La déclaration de guerre contre les Américains », occupant la terre des 2 lieux saints. C'était le passage d'Al-Qaïda d'une loi islamique décrivant le djihad contre les États-Unis et ses alliés, une fatwa. Dans la fatwa, il a décrit les crimes qu'il accusait les non-croyants de commettre contre les musulmans du monde entier, déclarant « Il ne devrait pas vous être caché que le peuple de l'islam a souffert de l'agression, de l'iniquité et de l'injustice imposée par l'alliance des croisés sionistes et leurs collaborateurs. Au point que les musulmans, le sang est devenu le moins cher et leur richesse comme un butin entre les mains des ennemis. Leur sang a été versé en Palestine et en Irak. Tout cela, et le monde regarde et entend, non seulement n'a pas répondu à ces atrocités, mais aussi avec une conspiration claire entre les États-Unis et ses alliés, et sous le couvert de l'inique Nations Unies, les personnes dépossédées ont même été empêchées d'obtenir des armes pour se défendre. Avec la fatwa émise, Bin Laden et Al-Qaïda ont continué le recrutement et la formation de djihadistes en Afghanistan. Pourtant, alors qu'Al-Qaïda mentionnait fréquemment ses liens avec le gouvernement de Mullah Omar, prétendant fonctionner de manière subordonnée au gouvernement de Kaboul après 1996, il semble que ce fut rarement le cas. Même avec l'aide d'Al-Qaïda aux talibans dans leurs réformes culturelles du pays et la lutte contre l'Alliance du Nord, l'arrivée de Bin Laden dans son pays nouvellement formé au Moyen-Orient semblait causer beaucoup de problèmes à Omar, non seulement de la part de la communauté internationale, mais aussi de son propre gouvernement, qui remettait en question la sagesse d'accueillir une organisation terroriste activement en guerre avec l'Occident, et le type d'attention que cela apporterait alors qu'il fermait généralement les yeux sur les talibans. Peut-être en reconnaissant les forces qui tentaient d'influencer Omar contre lui et se souvenant de son retrait embarrassant du Soudan, Bin Laden s'efforçait de garder Omar de son côté chaque fois que possible. Une opportunité se présentait. En 1997, Bin Laden a utilisé la richesse et la main-d'œuvre de son organisation pour instiguer des projets tels que la construction de routes, d'écoles, de mosquées, d'un barrage et même d'une grande maison pour la famille d'Omar dans la province de Kandahar. Bin Laden a délégué ses projets à ses subordonnés, mais en raison soit d'une mauvaise gestion, soit d'un manque de fonds qui ont plutôt été utilisés pour financer le djihad mondial, beaucoup de ses promesses se sont avérées vaines et ont rarement été tenues, ce qui a antagonisé la population afghane locale, qui voyait beaucoup de ces étrangers
venir dans leur province et mener des modes de vie relativement luxueux par rapport à leur pauvreté abjecte. Ce ressentiment s'est propagé à de nombreux dirigeants des talibans, dont l'opposition était séduite par Bin Laden et sa richesse, et lentement, cela a conduit à ce que beaucoup au sein de la haute hiérarchie des talibans soient amenés à soutenir les ambitions internationales d'Al-Qaïda. Le 8 février 1998, Bin Laden a rencontré 4 autres organisations terroristes islamiques clés, où ils ont déclaré une deuxième fatwa qui autorisait les terroristes à tuer indistinctement des Américains et des Israéliens. Les 5 signataires se sont identifiés comme le Front islamique mondial pour le djihad contre les Juifs et les croisés, et ont déclaré la fatwa en opposition à ce qu'ils considéraient comme une occupation militaire américaine continue de l'Arabie saoudite et de l'Irak, et un soutien américain à Israël. Malgré la révocation de sa citoyenneté, le gouvernement saoudien était particulièrement alarmé par ce que cela pourrait signifier pour sa relation avec les États-Unis. Et donc en juin 1998, le prince bin Faisal Al Saoud, qui était à l'époque à la tête des renseignements saoudiens, s'est rendu en Afghanistan pour rencontrer Omar. Le prince saoudien a exposé la position de son pays sur la question de Bin Laden, exigeant que les talibans l'expulsent, lui et Al-Qaïda, de leur pays, ou alternativement le remettent aux autorités saoudiennes, ou il y aurait des conséquences concernant la relation entre les deux nations. Pour rendre l'offre plus attrayante pour Omar, les Saoudiens ont fourni une aide supplémentaire à l'Afghanistan, y compris 400 nouveaux pick-up 4x4 qui ont été utilisés par les forces talibanes pour déplacer des troupes et du matériel à travers le terrain difficile de l'Afghanistan, dans leur lutte contre l'Alliance du Nord. Omar semblait initialement réceptif à l'accord, et avec l'Arabie saoudite étant l'un des rares pays à reconnaître officiellement son gouvernement, il savait qu'il avait besoin d'eux de son côté. Néanmoins, les discussions d'août 1998 avaient échoué. En apprenant les exigences de Toukri, Bin Laden l'a ouvertement accusé d'être un envoyé des croisés sionistes avec lesquels lui et son peuple étaient en guerre. Pendant ce temps, aux États-Unis, la CIA, le FBI et le Pentagone étaient en train d'explorer des plans pour kidnapper Bin Laden en Afghanistan. Le plan prédominant concernait l'embauche de mercenaires afghans locaux pour capturer Bin Laden et ensuite l'emmener à un endroit préarrangé dans le désert. Là, une version spécialement modifiée, à décollage et atterrissage court, de l'avion cargo C-130 Hercule atterrirait et l'échangerait contre de l'argent. Après que Bin Laden a été inculpé aux États-Unis pour avoir été lié à des attaques contre les troupes de sécurité ukrainiennes en Somalie au début des années 90, le plan semblait sur le point d'être mis en œuvre, mais des désaccords entre les principaux acteurs et des préoccupations sur ce qu'il fallait faire en cas de problème, comme le Hercules abattu, ont retardé l'ordre de déploiement jusqu'à ce qu'il soit finalement mis de côté. Plus tard, les États-Unis ont abandonné les charges contre Bin Laden pour les attaques en Somalie. Maintenant fermement établi en Afghanistan sous les talibans, il était temps pour Bin Laden de réaliser l'attaque spectaculaire et accrocheuse sur l'Amérique dont il avait rêvé pendant si longtemps. Après une planification et une préparation minutieuse, le 7 août 1998, les ambassades américaines en Tanzanie et au Kenya ont été simultanément attaquées par des camions-bombes qui ont tué 60 personnes et blessé plus de 200 autres Erebasides. L'attaque a été perpétrée par un groupe affilié à Al-Qaïda, connu sous le nom de Djihad islamique égyptien, mais on soupçonnait qu'elle avait été orchestrée par Bin Laden, étant donné que la date de l'attaque correspondait à la fin de la guerre. C'était le 8e anniversaire de l'arrivée des forces américaines en Arabie saoudite pour combattre Saddam. Cette croyance a été confirmée lorsqu'un Palestinien du nom de Mohammad Sadiq Hawaïda a été arrêté en essayant d'entrer au Pakistan avec un faux passeport. Sous interrogatoire, il a confirmé qu'il était membre du réseau de terroristes d'Al-Qaïda et qu'il avait participé à l'attaque de l'ambassade de Nairobi. À Washington, l'administration Clinton a commencé une enquête intensive en utilisant leur réseau de renseignement. Ils ont rapidement commencé à accumuler des preuves que d'autres attaques étaient en préparation et que Ben Laden tentait également d'acquérir des armes de destruction massive sous forme d'armes chimiques à déployer contre les centres de population américains. Ainsi, Ben Laden a été placé sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI, et pour la première fois, le peuple américain dans son ensemble a pris connaissance de l'homme qui avait déclaré le djihad contre eux. Il semblait enfin avoir réalisé son ambition de blesser le peuple américain de manière spectaculaire
et sa position de premier leader djihadiste avait été sécurisée, mais il y avait un prix à payer. Une semaine plus tard, le 14 août 1998, 4 navires de guerre de la marine américaine et un sous-marin naviguant dans la mer d'Arabie ont commencé à éjecter des missiles de croisière Tomahawk de leurs lanceurs. Une fois en l'air, les missiles se sont reconfigurés, déployant leurs ailes et volant vers le nord à travers l'espace aérien pakistanais. Afghanistan, et attaquant les camps d'entraînement où les services de renseignement américains pensaient qu'un sommet des principaux dirigeants d'Al-Qaïda avait lieu, y compris Ben Laden. Baptisée Opération Infinite Reach par les États-Unis, l'objectif était d'éradiquer simultanément autant que possible de la haute hiérarchie d'Al-Qaïda et de détruire sa capacité à fabriquer des produits chimiques qui pourraient être utilisés comme armes. Dans ce dernier cas, des navires de guerre dans la mer Rouge ont également tiré des missiles Tomahawk sur un site à El Shifa, au Soudan, qui était censé créer des armes chimiques pour Ben Laden. Les camps d'entraînement et El Shifa ont subi de lourds dégâts lors des attaques, des sources talibanes affirmant que 21 personnes avaient été tuées et beaucoup d'autres blessées, y compris des civils. S'adressant au peuple américain, le président Clinton a exposé les intentions de son administration avec l'attaque, déclarant « Notre cible était la terreur. Notre mission était claire, frapper le réseau de groupes radicaux, affiliés à et financés par Osama. Peut-être l'organisateur et le financier prééminent du terrorisme international dans le monde aujourd'hui. » Les États-Unis ont jugé l'opération réussie. Cependant, non seulement Ben Laden a survécu, mais son prestige dans le monde des terroristes islamiques a été élevé, lui semblant avoir été épargné par Dieu pour continuer son djihad contre l'Occident. De plus, les dommages infligés à Al-Qaïda étaient loin de ce qu'espéraient les États-Unis, car la majorité de ceux qui étaient formés dans le camp étaient en réalité des Pakistanais, se préparant à rejoindre l'insurrection en cours contre l'Inde dans la région contestée du Cachemire. Des protestations contre les frappes ont eu lieu dans chaque grand centre de population en Afghanistan, tandis que le Mollah Omar s'est exprimé en public, attaquant personnellement le président Clinton à propos des frappes. Plus tôt dans la semaine, Clinton avait été contraint d'avouer qu'il avait eu une liaison avec Monica Lewinsky pendant son mandat. Omar a accusé le président de tuer des innocents en Afghanistan, pour distraire les gens en Amérique de ces actes honteux en fonction. Certains au sein des talibans sont allés plus loin et ont même accusé Lewinsky d'être un agent du renseignement israélien en raison de son héritage juif, qui aurait été chargé de faire chanter Clinton pour attaquer l'Afghanistan. Quoi qu'il en soit, l'accueil des talibans à Al-Qaïda avait, comme certains à Kaboul le craignaient, amené la première superpuissance mondiale à frapper à leurs portes pour toutes les mauvaises raisons. Mais au cours de cette semaine extraordinaire de 1998, le Mollah Omar et les talibans ont peut-être eu une urgence plus pressante à l'ouest. Moins de 24 heures après les attaques de Ben Laden contre les ambassades américaines, les forces talibanes étaient engagées dans une bataille avec l'Alliance du Nord à Mazar et Sharif, où l'Iran avait un consulat. Le gouvernement révolutionnaire chiite en Iran avait sympathisé avec l'Alliance du Nord, majoritairement chiite, contre les talibans pashtuns, aux grandes dames de ces derniers. En conséquence, un certain nombre de camionneurs iraniens avaient été capturés et détenus par les talibans, transportant des armes et des fournitures au groupe de l'Alliance du Nord. Alors que les forces talibanes encerclaient le consulat, un petit groupe d'entre elles est entré et a tué 10 diplomates iraniens et un journaliste. Omar a affirmé que les tueurs avaient agi sans autorisation, mais cela n'a rien fait pour tempérer les émotions dans la capitale iranienne, Téhéran, où le gouvernement de l'ayatollah Khomeini a averti d'une grande guerre sur le point d'engloutir la région. Sur cette promesse, l'ayatollah a déployé environ 200 000 soldats à la frontière soutenus par des chars et des avions. L'ONU a rapidement entamé un effort diplomatique entre l'Iran, les talibans et le Pakistan, que l'Iran prétendait avoir déployé des avions de combat en soutien aux forces d'Omar. C'était la première fois que Mullah Omar parlait à quelqu'un de l'ONU qui n'était pas pakistanais, et aux yeux de nombreux observateurs, les pourparlers étaient considérés comme la première reconnaissance du Taliban comme le gouvernement légitime en Afghanistan, sinon officiellement, alors certainement pratiquement. Les négociations de l'ONU ont réussi à éviter une action militaire de l'Iran et ont obtenu la libération de 45 des chauffeurs de camions capturés et les corps des diplomates morts pour l'enterrement. Toutefois, l'échec des tentatives d'amélioration des relations entre Kaboul et Téhéran a renforcé le soutien à l'Alliance du Nord, qui a commencé à recevoir des véhicules et des hélicoptères de la principale force aérienne des talibans.
La principale force aérienne des talibans était l'ONU. Dans un tournant étrange de la politique mondiale, les talibans ont réussi à unifier l'Iran et les États-Unis sur leur approche de l'Afghanistan, une réalisation rare. En même temps, d'autres gouvernements gardaient un œil attentif sur l'Afghanistan, qui semblait de plus en plus être une menace pour presque tout le monde avec les liens des talibans avec le terrorisme. Incapable de... Voyant leur sécurité compromise, l'ONU a commencé à retirer les travailleurs humanitaires et les diplomates d'Afghanistan après qu'un officier militaire italien a été tué par balle et qu'un journaliste français a été blessé à Kaboul. Malheureusement, ce sont les Afghans qui ont le plus souffert de cette décision, car c'était souvent la seule aide humanitaire et médicale qu'ils pouvaient obtenir. Outre Al-Qaïda et les groupes pakistanais qui se battent au Cachemire, d'autres groupes terroristes qui ont établi un camp de base en Afghanistan comprenaient le mouvement islamique d'Ouzbékistan, qui ont mené une campagne terroriste dans les pays voisins d'Asie centrale. D'autres groupes plus petits avec des ambitions plus ciblées, comme l'établissement d'États islamiques indépendants dans des pays où les populations majoritairement musulmanes étaient opprimées, comme la Chine, avaient également trouvé refuge là-bas. Il semblait qu'à l'aube de l'an 2000, l'Afghanistan des talibans était à l'avant-garde d'une vague imminente de fondamentalisme islamique sur le point de balayer le monde. C'était le monde des principal camp pour les terroristes fondamentalistes islamiques, mais il n'est pas passé inaperçu. En l'an 2000, l'Afghanistan était perdu dans le désert diplomatique, ayant été évité par pratiquement tous les grands pays du monde pour leur hébergement et leur soutien à des groupes terroristes. Seul leur vieil allié, le Pakistan, qui lui-même était devenu un paria international suite à son programme d'armes nucléaires, à la fin des années 90 a pu survivre. L'armée talibane a continué à fournir un soutien important. Cela n'a fait que renforcer l'opinion que beaucoup d'Afghans avaient du monde extérieur, qu'il était là pour les détruire, eux et leur mode de vie, en particulier avec la façon dont le pays était dépeint dans les médias occidentaux pour leur traitement des femmes. Cela était particulièrement déroutant pour les talibans, qui ne comprenaient pas pourquoi le monde les voyait si durement en ce qui concerne les femmes. De leur point de vue idéologique, ils protégeaient en réalité les femmes, tant spirituellement que physiquement, contre les préjudices. Les talibans étaient les seuls au monde capables de faire cela. Concernant la question de l'éducation, Omar a finalement reconnu qu'une certaine éducation était nécessaire pour les femmes, et à Kaboul, il y avait une école pour filles qui enseignait à quelques privilégiés à partir de 7 ans. Et finalement, les femmes ont également été autorisées à se former en tant que professionnelles de la santé afin qu'elles puissent travailler dans les sections féminines des hôpitaux séparés par sexe, mais aucune de ces mesures n'était universelle dans l'ensemble de l'Afghanistan contrôlé par les talibans. Le problème avec la vision des talibans durant cette période, c'est qu'il est injuste de les comparer à un gouvernement occidental avec une autorité fédérale sur des gouvernements locaux plus petits qui traitent directement avec leur peuple. Le gouvernement des talibans était plus une question de coopération où des tribus et factions travaillaient avec Omar pour ses objectifs politiques. Mais ces objectifs n'étaient pas des lois, donc alors que certaines filles recevaient une éducation de base à Kaboul, l'idée même que cela se produise à la campagne était rejetée d'emblée. Par conséquent, en 2000, les talibans ont constaté que des fissures commençaient à apparaître dans l'harmonie de l'organisation. Les exigences des talibans pour que de plus en plus d'hommes quittent leur communauté pour combattre l'Alliance du Nord ont rapidement engendré du ressentiment, tout comme les taxes des talibans, qui ont sapé les économies locales et miné les leaders locaux. Omar a toujours attribué une grande partie des difficultés du pays à un manque d'argent et à l'aide étrangère qui a été retenue par la communauté internationale. Le 12 janvier 2000, les talibans ont fait leur première apparition dans l'organisation du pays. Le 13 janvier de l'année 2000, des gardes talibans ont volé l'équivalent de 200 000 $ américains du trésor qu'ils étaient censés garder. L'économie du pays s'est arrêtée brusquement pendant plusieurs jours. Cela n'a fait que nuire davantage aux Afghans ordinaires, mais l'opposition organisée en dehors des combats dans le nord et les gangs de bandits restants étaient rares et dispersés. La main des talibans a atteint chaque coin du pays, soit par leurs adeptes, soit par leur police religieuse. La main des talibans a atteint chaque coin du pays, soit par leurs adeptes, soit par leur police religieuse, qui réprimait brutalement même la plus petite infraction aux règles que les talibans dictaient sur la façon dont les gens devaient vivre. Exprimer ouvertement une dissidence était une invitation à une terrible punition pour le coupable et sa famille.
Mais Omar avait déjà démontré que son emprise sur ses forces était loin d'être absolue. Une situation aggravée par un afflux massif de combattants étrangers dans le pays, chacun avec sa propre idéologie et ses objectifs politiques. Et même après avoir donné des ordres pour que les prisonniers de l'Alliance du Nord ne soient pas tués dans le but de tempérer la communauté internationale, les massacres ont continué sans relâche. Que ce soit s'ils soutenaient les meurtres d'hommes et de garçons et le viol de femmes et de filles dans le Nord était sans importance, car le fait demeurait qu'à certains moments, les forces talibanes étaient complètement hors de contrôle. Ammar s'est retrouvé dans une position qui avait tourmenté de nombreux dirigeants à Kaboul avant lui. Son point de vue centré sur Kaboul et ses efforts pour établir des liens avec la communauté internationale ont conduit les chefs de faction dans la campagne à l'accuser de perdre de vue le véritable mode de vie afghane. Néanmoins, il est resté relativement incontesté. Le 6 février 2000, la situation de la population civile sous les talibans a brièvement refait surface dans les projecteurs du monde entier lorsque deux frères, Ali et Mohamed Safi, ont dirigé un groupe de 9 hommes qui ont procédé à la détournement d'un Boeing 727 appartenant à la compagnie aérienne nationale de l'Afghanistan. L'avion effectuait un vol international entre Kaboul et Mazar-e-Sharif, mais une fois que les pirates de l'air ont pris le contrôle, ils ont ordonné aux pilotes de se diriger vers le Royaume-Uni, où ils ont atterri à l'aéroport de Stansted après 2 arrêts pour faire le plein, dont un à Moscou. L'otage a été libéré le 10 février suite à l'arrestation des hommes par les autorités britanniques. Durant l'interrogatoire, les hommes ont justifié leur acte dramatique et risqué par la fuite du régime des talibans. Bien qu'étant des criminels condamnés, ils ont aussi été arrêtés par des criminels. Un tribunal britannique a convenu que leur extradition vers l'Afghanistan constituait une violation de leurs droits de l'homme, car elle serait certainement assimilée à de la torture et à la mort. À la suite du détournement, on a accordé plus d'attention au traitement des personnes sous le contrôle des talibans et à ses liens avec l'extrémisme islamique. Cette année-là, une sévère sécheresse a frappé le pays, menaçant des milliers de vies afghanes. Malgré les appels des talibans à l'aide internationale, ils ont réussi à s'échapper. Seul un mince filet de ce qui était nécessaire est arrivé, car la croyance dominante était que la plupart seraient volés par les talibans pour eux-mêmes, ou que les travailleurs humanitaires seraient pris en otage, comme cela s'est produit lorsqu'un groupe d'enseignants occidentaux a été arrêté et accusé de promouvoir le christianisme. Pendant ce temps, la guerre avec l'Alliance du Nord se poursuivait, et en juillet, les talibans ont lancé une nouvelle offensive estivale contre leurs vieux ennemis au nord de Kaboul. Cela comprenait un certain nombre de chars et d'avions de l'époque soviétique, mais ils se sont avérés imbattables. Les talibans, n'ayant pas réussi à faire des gains significatifs, ont lancé en juillet une nouvelle offensive au nord-est de la capitale. Leur objectif principal était de couper les lignes d'approvisionnement de l'Alliance du Nord depuis le Tadjikistan, et cela a entraîné des bombardements indiscriminés de centres de population civile soupçonnés d'être fidèles à leur ennemi. Environ 150 000 réfugiés afghans ont emprunté le chemin dangereux pour tenter de fuir vers le Tadjikistan pour échapper aux bombardements. En réponse, les talibans ont réussi à échapper aux talibans, mais les talibans n'ont pas pu s'échapper. En réponse, l'ONU a imposé de plus en plus de sanctions à l'Afghanistan, et ainsi, devenant de plus en plus isolé de la communauté internationale, Omar n'a vu aucune autre raison de protéger les Bouddhas de Bamiyan, et le 26 février 2001, il les a fait détruire. Le monde regardait l'Afghanistan comme un pays presque médiéval, maintenant totalement hors de contrôle. Mais, encore une fois, la population occidentale considérait la situation comme le problème de quelqu'un d'autre. Comment cela pourrait-il les affecter de manière significative? C'était toujours la pensée dominante un mardi matin relativement normal à New York, en septembre 2001,